Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de transition avec S entre parenthèses. Avec Célestin Moulumba. Bonsoir Célestin Moulumba. Bonsoir monsieur. Nous recevons dans le cadre du salon Bonobo de l'hôtel Vénus notre partenaire, monsieur Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du mouvement de libération du Congo MLC. Bonsoir monsieur Mamba. Bonsoir. Nous entrons dans le vif du sujet. Vous avez suivi comme nous la déclaration récente du ministre du Budget selon laquelle le gouvernement était dans l'impossibilité de mobiliser cette année 1,8 milliard de dollars destinés à l'organisation des élections. J'imagine que vous avez bondi au plafond. Écoutez, nous avons réagi avec la plus grande stupéfaction. Dès lors que nous savions tous que le ministre Kangou Diaké de l'UNC était au fait, avant d'aller au dialogue de l'OUA, du budget qui a été déposé par M. Matata. Donc tout le monde savait que c'était un budget de 4,7 milliards qui n'avait pas encore été accepté par l'Assemblée. Ils étaient tous au fait qu'il y avait des difficultés inhérentes à l'organisation des élections, mais ils ont été dans un dialogue stipulant que, ou alléguant ou prétendant qu'ils pouvaient régler la situation et donc qu'ils devaient co-gérer pour atteindre des élections dans un délai raisonnable. Donc cela veut dire que comme ils étaient au fait de cette situation avant, nous qui ne sommes pas dans ce gouvernement et qui n'y serons pas, disons qu'il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. L'homme politique congolais doit être conséquent. Donc dès lors que vous voulez une responsabilité, il faut savoir qu'elle est entachée de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes. Et si vous le savez en amont, il ne faut pas vous fondre en excuses en aval dès lors que tout le monde savait très bien que c'est une situation difficile, mais aussi une situation orchestrée dès lors que M. Matata s'est organisé pour créer ce que moi je peux appeler une pseudo-faillite de l'État, de telle sorte que l'opposition porte le chapeau de la non-organisation des élections dans les délais prévus. Mais le ministre Kangoudia a apporté une précision après, quand devant le tollé général soulevé par sa déclaration, il s'est défendu en disant qu'il ne voulait pas en réalité dire que les élections ne seraient pas organisées en 2017. Mais je pense qu'il doit avoir un cabinet, dans son cabinet, il doit avoir un chargé de la communication. Donc c'est quand même un ministère sensible dans une mesure où, voilà, c'est le budget qui doit assister la CENI pour organiser les dites élections. Donc toute déclaration qui n'est pas faite avec un minimum de sagesse, je vais dire ça comme ça, peut porter à confusion, peut porter à ce que vous avez appelé le tohu-bohu autour de la volonté aujourd'hui de l'UNC de rallier la rhétorique de la majorité. Donc je pense que c'est son erreur. C'est vrai qu'il est revenu sur ses déclarations, mais ça prête quand même le flanc à des questionnements sur la réelle volonté de l'équipe actuelle ou la prochaine équipe de vraiment réaliser les élections dans le délai prévu. Ah, effectivement, le ministre Kangoudia a dit que même le gouvernement à venir ne saurait pas relever les défis. Vous le croyez ? Non, moi ce que je pense, c'est qu'il ne devait pas devenir ministre du budget. C'est pour ça que nous avions même demandé qu'il démissionne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, alors qu'avant l'accord de l'OUA, il était au fait de toutes ces réalités, accepter de devenir ministre pour venir se fondre en explications. Alors, il fallait peut-être que la majorité continue. Si vous saviez qu'en prenant une responsabilité, vous n'aviez pas de solution, il ne fallait pas s'engager à demander à ce que le pouvoir soit partagé pour que vous régliez une question alors que vous saviez en amont que vous n'aviez pas des réponses. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que l'inconséquence des hommes politiques congolais fait qu'après 50 ans d'indépendance, le pays n'avance pas. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de régler un problème, n'allez pas stigmatiser ceux qui ont créé ce problème simplement pour faire la même chose qu'eux. Ça veut dire, ici, ce que nous voulons, c'est un ministre qui vient nous expliquer qu'en l'état actuel des choses, voilà les solutions que je propose, et il y en a plusieurs. Pour clore ce chapitre, le Premier ministre Badibanga a réuni récemment quelques ministres clés comme le ministre de l'économie, le ministre des finances et bien d'autres pour statuer sur la situation économique au pays aujourd'hui. Il en est ressorti que le taux de change appliqué par la Banque centrale est passé de 930 francs congolais le dollar à 1150 francs. Et le gouvernement a reconnu donc que la production ne suivait pas. Est-ce que, quelque part, il n'apporte pas l'eau au moulin du ministre du Budget pour dire que le gouvernement ne serait pas en mesure d'organiser les élections? Nous sommes le seul parti
qui, malgré que nous avons participé au dialogue de la Cinco, avons émis des réserves à la participation au gouvernement. Voyez-vous déjà que vous avez un gouvernement de 67 ministres qui est donc budgétivore. Je veux aussi vous rappeler que le dernier gouvernement de M. Mobutu, celui de Likulia, c'était un gouvernement de 22 ministres. À une situation exceptionnelle, il faut de la responsabilité exceptionnelle. Donc moi, je ne vois pas comment, après avoir dialogué pendant des mois, être resté jusqu'à 1h, 2h du matin, pondre un gouvernement de 67 ministres et venir expliquer aux gens que la situation est difficile. D'abord, il faut que nous soyons, comme je viens de vous le dire, conséquents. On ne doit pas avoir un gouvernement budgétivore, mais aussi parce que nous sommes dans l'un des rares pays au monde où plus personne n'est légitime. En commençant par le président de la République qui a fini son mandat, vous allez au Sénat, il n'y a plus de mandat, vous allez à l'Assemblée nationale, aucune personne n'a un mandat légal aujourd'hui. Donc, dans une situation aussi exceptionnelle, le politique doit prendre ses responsabilités. Et l'une des pistes pour montrer vraiment à la population que ces personnes veulent travailler pour son bien, il faudrait par exemple, je le dis très très rapidement comme ça, qu'on revoie le train de vie de l'État. Parce que voyez-vous, les excédents budgétaires que nous avons dans ce pays, c'est les excédents de la primature et de la présidence de la République. Lorsque vous allez en France, un pays qui a 100 fois notre budget, un député reçoit 5 300 €. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi nos députés doivent recevoir 10 000 même lorsqu'ils n'ont plus de mandat ? Donc c'est une question qui peut être discutée parce que dès lors qu'on peut dégager sur une assemblée de 500 personnes la moitié du budget des payes de ces fonctionnaires-là, donc je parle des émoluments, je parle des sénateurs aussi si on touchait aux émoluments et qu'on revoyait le train de vie de l'État à la baisse, je pense qu'on peut quand même dégager de manière substantielle des moyens qui peuvent aider à l'organisation des élections dans les délais. Donc les vraies questions sur les solutions de ce qu'on doit faire, nos politiques n'en veulent pas, mais se fondre en conjecture de plainte, en conjecture d'expliquer ce qui ne va pas, ça c'est... Et ils sont champions. Et moi, je dis, si vraiment ils ne sont pas à la hauteur, ils devraient laisser Kabila continuer jusqu'à la fin de son mandat et donc à l'organisation de nouvelles élections. Monsieur Mamba, si demain le gouvernement du Rassemblement, avec un Premier ministre issu du Rassemblement, est formé, vous êtes parmi les jeunes qui montent. Certaines rumeurs vous donnent déjà comme futur Premier ministre. Seriez-vous prêt à rentrer dans un gouvernement qui trouverait des casseroles trouées, comme disait M. Kangoudia? Mais c'est ça la responsabilité politique. Notre parti l'a dit, nous n'allons pas participer à ce gouvernement, mais en même temps, nous allons capitaliser l'échec de ceux qui vont y participer et nous les mettons en garde. Parce que vous savez, un Premier ministre issu du Rassemblement ou de je ne sais où ne va pas modifier de manière spectaculaire une situation qui a été créée de toutes pièces par M. Matata, qui nous parlait de la stabilisation du cadre économique jusqu'à 2 semaines. Donc il part aujourd'hui, le cadre macroéconomique s'effondre 2 semaines après lui, donc c'est quelque chose de fantasmagorique qui ne se justifierait pas. Et donc comme c'est un piège qui a été tendu par la majorité pour aujourd'hui employer la rhétorique selon laquelle ce n'est pas nous qui gérons, c'est l'opposition qui gère, si nous n'avons pas des élections c'est la faute de l'opposition, nous avons refusé de tomber dans ce piège, mais en même temps nous mettons en face de leurs responsabilités tous les politiques, notamment ceux de l'opposition qui vont participer à ce gouvernement pour mobiliser les moyens nécessaires et vraiment prendre les choses avec une certaine hauteur pour relever un défi en forme de piège comme je vous l'ai présenté ici par la majorité. Monsieur Jean-Jacques Mamba, puisque vous venez de le dire, de suite, le gouvernement de la Senco, je ne sais pas s'il faut appeler là de rassemblement, mais jusque-là, il y a ce qu'on peut appeler blocage ou quoi, dialogue des sourds, où on ne sait même pas qu'est-ce que nous pouvons dire. Position de la majorité présidentielle, il faut présenter 3 candidats et entre-temps, rassemblement, une personne. Est-ce que peut-on considérer cela comme manœuvre dilatoire ou en conformité avec la Constitution? Mais écoutez, moi je ne suis pas porte-parole du Rassemblement, mais en même temps je ne comprends pas la majorité. Vous êtes quand même parmi les signataires de l'accord. Oui, nous avons signé l'accord pour que nous ayons des élections dans les délais. Vous allez remarquer que dans la rhétorique du Rassemblement, on ne parle plus d'élections. Vous allez aussi voir qu'apparemment on oublie que nous devons organiser les élections présidentielles et législatives avant décembre. Moi je ne comprends pas le Rassemblement, enfin je voulais parler de la majorité présidentielle et notamment le président de la République. Vous savez, lorsque la majorité présidentielle allègue que le président a un pouvoir discrétionnaire, à tout pouvoir et entaché des responsabilités, des obligations. Mais le chef de l'État a failli dans toutes ses obligations pendant 15 ans. Regardez un peu la situation actuelle avec Kamouina Sapou, avec Mwanantsemi et consorts. Sur le plan de la sécurité, de la santé, de l'économie, le président a failli. Comment voulez-vous parler d'un pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il y a faille, suivant l'article 69, dans les obligations du chef de l'État? Donc moi je considère que l'accord a consacré une faveur au chef, c'est-à-dire que le chef va rester pendant 1 année alors qu'il n'a plus de mandat, et qu'en raison du fait qu'il est dans une situation précaire,
il ne devait pas nous parler de son pouvoir discrétionnaire qui finalement, lorsque vous suivez l'accord dit le rassemblement va présenter pas un candidat mais un nom. Il n'y a pas de candidature pour devenir Premier ministre, suivant l'accord. Le rassemblement va présenter un nom et de manière protocolaire, le président va signer. Donc aujourd'hui, cette majorité qui a détruit ce pays, qui aujourd'hui revient vers nous pour nous expliquer que le chef de l'État a des pouvoirs discrétionnaires, nous lui opposons le fait que le chef de l'État, que ses pouvoirs discrétionnaires sont entachés de responsabilités et de devoirs régaliens qu'il n'a pas remplis, ce qui nous a conduit à ne pas avoir les élections et à la situation catastrophique. Et en raison de cela, je crois que ce serait quand même de la modestie que de ne pas prévaloir ce genre de choses alors que le temps ne nous le permet pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut suivre l'accord. Moi, je ne comprends pas. Des adultes signent un accord qui ponce des phrases qui sont un peu plus claires. La phrase dit le rassemblement va présenter un nom, mais le rassemblement présentera le nom et le chef de l'État va nommer. À la limite, si vous voulez, si j'étais à la place du rassemblement, je présenterais Kyungu, je présente Moïse Katumbi, je mets Diomindonga. Là, vous donnez 5 noms, le chef de l'État sera quand même contraint à ne choisir que le dernier nom. Donc, ce que je veux vous dire, c'est nous ne sommes pas en train de jouer avec la vie des gens. Hein. J'ai vu hier des vidéos sur l'histoire de Kamwina Nsapu, comment on a abattu des gens. C'est quand même un scandale, c'est sur la toile. Je veux dire que notre armée, lorsque notre État est incapable de faire agir la police pour capturer des individus, entre guillemets, qui troublent l'ordre public, et que la seule solution en face des personnes qui ne sont non armées, des personnes qui ont des flèches ou des personnes comme j'ai vu avec Mwanansemi, avec du maïs et des ndika, excusez-moi l'expression, si la seule possibilité que nous avons c'est de les tuer, nous n'avons plus d'État. L'État est là pour corriger et nos lois ne disent pas que lorsqu'il y a un fauteur de troubles non armés, il faut le tuer. Donc lorsque vous avez un État qui n'a plus d'autre option que de tuer les gens qui s'insurgent, non seulement il est incapable de régler en amont des promesses électorales qu'il n'a pas tenues, mais aussi il est incapable d'appliquer ses propres lois qui justifient ou qui expliquent qu'il y a des tribunaux spécialisés pour juger ce genre de cas. Donc la situation est catastrophique et il faudrait que nous gagnions le temps pour passer à autre chose. Le G7 et le rassemblement pressent la Senko aujourd'hui de déposer sur la table, vous le disiez tout à l'heure, le nom de Félix Tshisekedi. Et pourtant, nous savons que... Est-ce que Étienne Tshisekedi a laissé un document désignant nommément son fils? Qu'il ait laissé un document, qu'il n'ait pas laissé un document. Moi, ce que je veux dire, et je vais le répéter autant de fois qu'il le fera dans cette émission, les hommes politiques doivent être conséquents. Que dit l'accord? L'accord dit ce que je viens de redire, c'est-à-dire que le rassemblement présente un nom. Si on présente le nom de M. Félix Tshisekedi par le rassemblement, je ne vois pas où est le problème. Que M. Tshisekedi ait laissé un courrier ou qu'il n'en ait pas laissé. Mais si le rassemblement se met d'accord pour déposer ce nom-là, il n'y a aucun souci. Nous, notre problème, ce n'est pas qu'il y ait M. Étienne Edjamour, excusez-moi, paix à son âme, qu'il y ait M. Félix ou quelqu'un d'autre. Notre problème, c'est que l'accord doit être respecté dans son esprit et dans sa lettre et que nous devrions effectivement aboutir à des élections, lesquelles vont nous départager sur base d'un programme. Et nous pensons à MLC avoir une alternative assez crédible pour prendre cette primature, mais de la manière la plus noble, c'est-à-dire via les urnes avec une majorité au Parlement. Nous n'avons pas besoin de faire tous ces conciliabules pour atteindre le pouvoir. Il y a un temps, la secrétaire générale de votre parti, Mme Eve Bazaïba, avait proposé que si l'UDPS prenait la primature et que le Conseil national de suivi des accords, cela devait revenir au MLC. Est-ce que votre parti campe toujours sur cette position? Devait revenir au front. Vous savez, il y avait des composantes. Donc, il y avait deux camps. Vous avez l'opposition non signataire, qui était constituée du Rassemblement et du Front pour le respect de la Constitution, auquel nous appartenons, et vous aviez les signataires qui étaient les amis de l'OUA, qui ont signé l'accord de l'OUA. Effectivement, nous gardons notre prétention, et à juste titre, dès lors que nous sommes l'un des partis les plus représentés dans ce pays. Je parle de la représentativité à tous les niveaux. Donc, ça veut dire au niveau du Sénat, au niveau des gouvernorats, au niveau de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales. Nous avions la prétention, étant donné que nous avons pris l'engagement de ne pas participer à ce gouvernement, autant lors des concertations nationales, notre prétention était de dire, parce qu'il y avait déjà des accords ou des pré-accords entre le Rassemblement, ou si vous voulez, entre l'UDPS et la majorité présidentielle, il était mieux pour nous de rester dans cet organe-là et de contrôler ce qui va se passer. Parce que imaginez-vous un scénario où le MLC va au gouvernement, l'UNC va au gouvernement, l'UDPS y va, et tous les partis s'y trouvent. Dites-moi, comment est-ce que nous allons nous auto-évaluer ou qui va contrôler qui? Même en 2006, quand nous avions signé les accords et que nous sommes allés aux élections, l'UDPS est resté entre guillemets dans l'opposition et ça a permis finalement, via les critiques, que les choses avancent. Donc nous, le rôle que nous voulons, c'est que
comme nous voulions le respect de la Constitution et que cette Constitution n'a pas été respectée, mais que nous sommes dans ce qu'on appelle maintenant dans une phase de statologie, c'est-à-dire on doit reconstruire l'État pour nous ramener vers la Constitution, nous restons dans cet organe, nous le pilotons pour contrôler éventuellement, effectivement, ce qui va se passer. Donc maintenant, savoir si nous avons changé, non, mais nous sommes dans une dynamique de discussion telle que nous n'allons pas sacrifier un seul instant notre envie de voir ce pays avancer, et s'il faut que nous perdions cette place de la présidence, nous la perdrons, mais ce n'est pas le plus important. Puisque vous parlez du Front pour le respect de la Constitution, la presse a publié il y a 48 heures un document qui démontre parfaitement qu'il y a une cassure maintenant. Il y a le camp de Mme Bazaïba et M. Leboulet, je crois, qui a désavoué Mme Bazaïba et à qui il est reproché de prendre des décisions de manière unilatérale, engageant les autres partenaires au sein du Front. Donc aujourd'hui, il y a deux fronts pour le respect de la Constitution. Non, cette assertion n'est pas correcte. Vous savez, nous sommes dans un pays formidable. Le seul point de désaccord entre Mme Eve Bazaïba, notre secrétaire générale, et les frondeurs, c'est la participation au gouvernement. Parce qu'il y a des frondeurs. Oui, il y a des frondeurs, c'est-à-dire des personnes qui n'acceptent pas le fait que nous n'allions pas au gouvernement. Et c'est tout à fait normal dans ce pays. Nous sommes dans une situation socio-économique très difficile. Et lorsque vous voyez un grand parti comme le nôtre, se dire que nous n'allons pas au gouvernement, pour certaines personnes, c'est tout à fait de l'utopie et ces personnes ne l'acceptent pas et nous respectons leur point de vue. Mais nous disons aussi que la seule manière de faire la politique, ce n'est pas de gérer simplement. Nous disons qu'il y a plusieurs possibilités et que même lorsque vous êtes appelé à gérer, ça doit être de manière conséquente. Donc, ces amis-là qui ont fait paraître... Madame Bazaïba. Oui, mais c'est parce que ces amis veulent aller au gouvernement. C'est la seule chose. Et je comprends bien dans ce pays que, bon, vous savez, regardez avec les 67 ministres, on a scindé. Il restait juste qu'on scinde le ministère de portefeuille, ministère de porte et feuille, mais tellement que tout le monde voulait y aller, on a divisé sport et loisirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Je veux dire que le gouvernement ce n'est pas l'apogée en politique. Ce qui est l'apogée en politique, c'est de faire passer des idées, de les faire appliquer. Et si c'est dans le cadre d'un gouvernement, que ce soit via des élections, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est un gouvernement qui fera combien de mois? Même s'il est mis en place au mois de mars, l'on suppose que si nous avons des élections en décembre, c'est pour gérer pendant 7 mois. Comment voulez-vous que des gens se déchirent parce qu'ils estiment qu'ils doivent aller gérer le pays pendant 7 mois dans une situation qui est tout à fait fantasmagorique, Vous voyez un peu les comptes de l'État, le budget, la sécurité, ainsi de suite. Donc, c'est aussi une possibilité pour moi, une occasion pour moi de leur demander de mettre de l'eau dans leur vin et de continuer à batailler pour leurs idéaux qui, à ma foi, ne sont pas absolument liés à une quelconque responsabilité dans un gouvernement. Je pense que nous sommes le front pour le respect de la Constitution et nous devons nous battre quant à ça. Monsieur Jean-Jacques Mamba, je pense que vous avez quand même suivi la presse aussi, à la position de Katebe Katoto, lui qui est candidat, Premier ministre, je l'espère bien, c'est puisqu'il dit dans ses entretiens plusieurs fois avec M. Tshisekedi qu'il n'a jamais parlé de son fils comme candidat ou comme un nom qui doit comme primaturable. Est-ce que... Je suis très mal à l'aise de discuter, de parler de M. Katebe, de M. Katumbi, mais ce que je peux vous dire à propos de M. Katebe, que je ne connais pas par ailleurs, je ne l'ai pas vu dans le paysage politique, ça fait plus de 20 ans. Je ne l'ai pas vu au Congo, je ne l'ai pas vu avec un parti politique, c'est un monsieur qui, à ma foi, vit en Belgique, c'est un homme d'affaires. Je ne vois pas d'où viendrait sa prétention de devenir Premier ministre, je ne vois pas, je ne comprends pas. Je veux dire qu'il n'est pas dans le paysage congolais direct, il n'a pas participé à tout ce qui s'est passé ici depuis 2006, de 2011, les élections. Il n'était jamais à Kinshasa. Et voilà, je ne suis pas contre lui, comme je vous le dis, je ne le connais pas particulièrement, mais je trouve quand même osé, et je vois même que j'ai ouï dire qu'on l'aurait suspendu de la R, je trouve quand même assez osé et culotté que par rapport à la distance qu'il a, en rapport avec la vie politique du Congo, qu'il ait cette prétention de devenir Premier ministre. Je parie même qu'il ne connaît même pas le nombre de communes qu'on a à Kinshasa. Donc je veux dire, c'est quand même compliqué. Il ne vit pas ici, c'est compliqué. Il ne connaît rien de ce pays, à part ce qu'il lit dans la presse, ou ce qu'on lui rapporte. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait avoir... Mais comme je vous dis, ce sont ce genre de discussions qui nous fatiguent.
KTB, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est aller aux élections, présenter des programmes, batailler, faire campagne et obtenir une majorité parlementaire et si possible un président de la République qui peut changer les choses. Maintenant, les querelles internes autour de la gestion du rassemblement, de tout ce qui est eu à Genval, ma foi, avec tout le respect que je vous dois et je leur dois, ça ne nous intéresse pas. Puisqu'il y a toujours des discussions entre, c'est soit au KTB, c'est soit au niveau de rassemblement, soit au niveau de AMP. Est-ce que vous êtes sûr que d'ici mois de mai, on aura un Premier ministre, un gouvernement de l'accord de 31 décembre? Il faudrait que cet accord soit appliqué. On n'est jamais sûr de rien dans ce pays. C'est un pays quand même magique, hein, où tout est possible dans ce pays. Vous aviez remarqué que même lorsqu'il y a eu les élections en 2011, le chef de l'État s'est fait voter par des morts. Il a eu 105% Malien Vankoulou. Donc dans ce pays, rien n'est impossible. Maintenant, je ne sais pas. J'aimerais bien que le nom du Premier ministre soit connu à la fin de ce mois ou plus tard, et qu'à la session de mars, nous ayons un gouvernement sur lequel nous, qui ne sommes pas dedans, allons faire pression pour que les élections aient lieu à bonne date. Au cas où il n'y a pas le Premier ministre, il n'y a pas le gouvernement au mois de mars, au mois d'avril, comment ça va se passer? Écoutez, je ne suis pas prophète, mais vous savez, il y a un problème dans ce pays, c'est que des fois, il y a une distance il y a une fracture sociale entre la population et les politiques. Hein. Ici, c'est une responsabilité commune. C'est comme quand quelqu'un me disait, ou posait la question, qu'est-ce qui va se passer si on ne respecte pas la Constitution? Mais ne pas respecter la Constitution, c'est une affaire de tout le monde. Hein. Lorsque vous voyez les jeunes aujourd'hui, vous allez au Gabon, un enfant de la 6e primaire, à partir de la 6e primaire, reçoit une bourse de $50. Pendant 15 ans, M. Kabila, le chef de l'État, et les deux gouvernements qu'il a gérés ou co-gérés n'ont fourni aucune bourse à nos étudiants. Je vous dis que la situation est telle que vous et moi, on peut se poser des questions, mais on doit être en mesure d'y répondre par des actions concrètes. Donc nous devons faire de la pression pacifique, nous devons manifester notre mécontentement et nous devons nous organiser pour que toute la ville et tout le pays entier sachent que nous sommes fatigués des 15 années, entre guillemets, de la Kabylie et que nous devons passer à autre chose et que eux, qui sont en train de gérer la politique, doivent organiser les conditions pour. Donc c'est un effort collectif que nous devons fournir et il n'appartient pas aux politiciens uniquement de donner des réponses à ce qui va arriver, mais il faudrait très bien que ce soit un effort participatif. Monsieur Mamba, comment ne pas en parler? Ça ferait bientôt 3 semaines que Etienne Tshisekedi est décédé en Belgique et apparemment la question de ses obsèques au pays pose de sérieux problèmes aujourd'hui. Il se pose la question du lieu de sépulture, du rapatriement, de l'organisation même des funérailles par le gouvernement ou pas. L'UDPS plutôt voudrait s'appuyer sur l'autorité urbaine plutôt que sur le gouvernement Badibanga. Comment voyez-vous finalement, au regard des traditions africaines, les restes de Tshisekedi qui sont bloqués en Belgique aujourd'hui? Bon, quelle interpellation faites-vous? J'ai eu le privilège d'être sur place à Bruxelles, donc j'ai participé aux obsèques là-bas. Tshisekedi... Vous étiez à Kokelberg? Oui. Le feu Tshisekedi est une personnalité qui a beaucoup travaillé pour ce pays. C'est un exemple d'abnégation, de combat, de constance, de tout ce qu'on peut rêver dans un pays comme le nôtre où les gens changent d'opinion comme ils changent de chemise. Donc il est resté constant sur sa ligne pendant 30 ans et c'est une occasion pour moi de lui rendre hommage. Maintenant, après, vous avez la volonté de la famille, vous avez la volonté des militants, vous avez aussi une récupération politique des politiques, ça veut dire des autorités locales au niveau urbain ou au niveau national avec M. Lambert Mende. C'est vrai que c'est un embougriot. Je pense que la famille a le droit légitime d'exiger à ce que le feu Tshisekedi soit enterré dignement. Je crois que c'est un vœu de la population. Autant on l'a fait pour Mouzé Laurent Désiré Kabila, on peut aussi le faire pour lui parce que c'est quand même un monument. Il y a des personnes qui refusent qu'on l'appelle le père de la démocratie, mais je pense qu'il mérite ce titre-là parce qu'il a quand même longtemps bataillé pour la lutte non armée. Ce que je pense, c'est qu'on doit l'enterrer dignement. Je pense aussi que ces restes ne devraient pas servir de prétexte politique pour aboutir à certaines fins
ou ne pas aboutir à d'autres fins. Ça veut dire que dans le chef de la majorité, on peut créer ces discussions pour que les discussions finalement au niveau de la 5 et tout ça traîne. Et au niveau du rassemblement, on peut utiliser la problématique des restes pour accélérer l'application de l'accord. Je pense que s'il pouvait se réveiller maintenant, il n'allait pas accepter que son corps ou que ses restes soient l'objet de marchandage politique. Donc j'aimerais qu'on l'isole un peu de toutes nos discussions, mais qu'il soit enterré dignement, qu'on lui fasse une mausolée. Je n'y trouve moi personnellement aucun inconvénient. Oui, parlons un peu du MLC, votre parti politique. Comment va le président Bemba? J'étais avec lui, il va très bien. J'étais avec lui il y a 2 semaines. Il a été condamné à 12, 14 ans? Non, en première instance, il a été condamné dans la première affaire à 18 ans. Et dans la deuxième affaire, la procureure a des prétentions, a fait des propositions pour 8 ans. Donc, si finalement ce verdict est rendu, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba pourrait être ici dans les 2 ans. Il a déjà passé 10 ans. Bon, il y a le principe des 2 tiers de peine. Nous sommes maintenant en appel. C'est-à-dire que, bon, pour la première affaire, on a demandé 18 ans. Et si l'appel va dans un sens tout à fait favorable, dans la mesure où il y a eu beaucoup d'erreurs de jugement, dans le jugement, je voulais dire, des erreurs de droit, des erreurs des faits. Le jugement a été tiré sur des impossibilités militaires. C'est basé sur des impossibilités. Donc c'était vraiment impossible la thèse qui a été avancée pour le condamné à 18 ans. Dans la meilleure des hypothèses, si cette peine est réduite ou annulée, on pourra l'avoir, les 2 tiers correspondront à 10 ans, donc il pourra être libre. Et c'est ça notre souhait. Et si Jean-Pierre Bemba revenait aujourd'hui, dans quel état va-t-il trouver son parti? Écoutez, il faudrait quand même féliciter non seulement Jean-Pierre Bemba, mais toute l'équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont partis. Comme vous le savez, l'opposition n'est pas facile. Et puis de toute façon, ce n'est pas une vocation. Donc il y en a qui nous ont quittés, il y en a qui hier disaient que M. Matata n'était pas performant, qu'il n'était pas digne de diriger ce gouvernement, qui aujourd'hui sont devenus des djihadistes de M. Kabila et consorts. Il y en a qui étaient chez nous, qui sont allés dans la majorité présidentielle. C'est le jeu de la démocratie. C'est vrai qu'il ne va pas trouver son parti dans le même état qu'il l'a laissé. Mais je veux dire que c'est quand même un grand parti parce que voyez-vous, ça fait 10 ans qu'il n'est pas là, mais nous continuons à exister. Donc je connais très peu de partis dans ce pays qui peuvent, en l'absence de leur président, parce que nous avons encore une construction idéologique personnifiée de la politique, dans l'absence de leur leader qui continuerait à faire ce que nous faisons. Donc je pense qu'il est fier de ce que nous faisons et il viendra renforcer une action qui existe déjà et qui a toujours continué. En interne, il semble qu'au MLC, il est reproché à la secrétaire générale Bazaïba de nommer de manière unilatérale des présidents des fédérations et que sa tentative de remplacer le président de la fédération de Kinshasa s'est heurtée à l'opposition même de Jean-Pierre Bemba en personne. Non, elle n'a pas les pouvoirs statutaires de nommer des présidents fédéraux. Elle l'aurait fait pourtant, puisqu'elle aurait proposé le sénateur Massoudi à la fédération de Kinshasa. J'ai lu, vous savez, la presse, c'est difficile de vendre aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui se réveillent le matin, et bon, il a un Minerval à payer, il a un loyer à payer, il doit trouver un titre, et puis bon, il met le titre pour autant qu'il écoule 2-3 journaux et qu'il paye les frais de scolarité de ses enfants. Donc tout ça, c'est dans le faux, je voulais vous dire ça comme ça. Non, elle n'a jamais proposé M. Massoudi, qui est par ailleurs son mari, le sénateur, comme c'est l'adjoint de M. Guéringbo. Elle n'a jamais fait cette proposition. Mais bon, vous savez, comme je vous l'ai dit, à Kinshasa, tout est possible. Donc les gens racontent leur vie, racontent ce qu'ils veulent, et je préfère que vous mettiez ça dans le cadre des ragots, et ça n'a aucun fondement. Le MLC s'était d'abord abstenu de signer l'accord du 31 avant de revenir. Ce va-et-vient, est-ce que c'est une stratégie du MLC ou bien ça relève des humeurs, tout simplement? Non, vous savez, nous avions émis des réserves, nous avons refusé de signer, sans fermer la porte définitivement. Je pense qu'un accord engage les parties. Donc dès lors que vous le signez, vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Et donc avant d'apposer la signature, il ne faut pas faire comme, entre guillemets, les Congolais qui signent tout et n'importe quoi, et à la fin ils reviennent sur ce qu'ils ont signé. Vous voyez par exemple la majorité, nulle part dans l'accord il est écrit qu'on devrait proposer 3 noms. Ils ont déjà signé que le rassemblement doit proposer un nom, et ils reviennent là-dessus pour dire qu'il faut que vous proposiez 3, 4, 5, 6 noms. Ça c'est de l'irresponsabilité. Vous avez émis des réserves. Mais pas sur cette question-là.
hein, ça c'est de l'irresponsabilité. Moi je ne peux pas comprendre que nous ayons un pays aussi potentiellement riche et que M. Mobutu soit parti depuis les années 97, que nous soyons aujourd'hui en 2017, ça veut dire 20 ans après, et que nous soyons encore dans ce genre de discussion. Parce que lorsque vous allez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, vous allez au Gabon, vous allez au Ghana, vous allez au Nigeria, vous allez constater qu'il y a une très très grande évolution en termes de revenus par personne, donc il y a du travail pour tout le monde, enfin pour la majorité, en termes d'infrastructures, en termes même de démocratie, en termes même de l'évolution des institutions. Il n'y a que dans notre pays où à chaque fois qu'on a péché ou qu'on a manqué à ses obligations, on revient sur un dialogue, on veut discuter avec les gens pour partager le pouvoir. Donc, quelque part, prenez les choses telles qu'elles sont, et nous avons beaucoup d'efforts à fournir pour évoluer et faire évoluer notre pays. Au MLC toujours, il y a quand même des petits problèmes à l'interne. La plupart des gens le disent. Mais maintenant, quand vous refusez de participer au gouvernement, est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à ça? Parce que les élections doivent se faire, mais comment ça va se passer? Parce que vous refusez de participer quand même avec les autres. Mais en 2011, il y a eu des élections, le MLC n'était pas au gouvernement. Ça, les élections se sont tenues. Ce n'est pas notre présence au gouvernement qui va justifier le fait qu'il y ait des bonnes élections. Par ailleurs, si nous sommes au CNSA, il y a un contrôle bimensuel qui sera fait pour l'évaluation du processus électoral, et nous serions très bien placés en ce moment-là, avec l'expertise que nous avons, pour suivre le processus. Je veux dire que l'organisation des élections n'est pas tributaire à la participation au gouvernement, c'est tributaire d'abord à la volonté politique, à l'organisation et à l'indépendance des institutions, notamment de la CENI qui doit faire un travail de pointe, et aussi aux différents partenaires qui ont promis de participer au processus en apportant leur contribution. Donc il faut que tous ces éléments-là soient réunis, et je ne pense pas que le fait que nous n'y soyons pas, nous y serons naturellement après les élections, nous irons au gouvernement, nous aurons peut-être la majorité, mais pour l'instant ce n'est pas une priorité pour nous, parce que nous estimons qu'il faudrait donner la chance à ce pays d'arrêter avec tous les dialogues qui ne consistent qu'à partager le pouvoir, alors qu'in fine nous avons les textes mais nous refusons de les appliquer. Présidentielle, juste non, mais le président de la CNSA, normalement, c'était de la personne de Tshisekedi. Ce n'était pas, puisqu'il était président de rassemblement. Et puis, on doit revoir ça. Vous, en tant qu'MLC, qu'est-ce que vous proposez? Bon, écoutez, je ne vais pas dévancer les discussions. J'ai suivi M. Mende, qui ne rate jamais l'occasion de se taire, de faire une déclaration pour dire que tout doit être remis en cause. Ça, c'est pour gagner du temps. Je trouve que c'est tout à fait... C'est vicieux, lorsque vous avez un porte-parole du gouvernement qui ne s'illustre que par des déclarations provocatrices. Nous avons des morts, comme je vous ai dit, j'ai vu une vidéo, il y a beaucoup de choses atroces qui se passent dans ce pays. Il ne prend jamais le temps d'en parler, et il est juste utilisé pour provoquer, pour mettre en retard l'accord et ainsi de suite. Donc moi je vous le dis, je ne vais pas dévancer les discussions, on va voir ce que ça va donner, nous allons continuer à discuter, mais bon, je vois très mal comment ce poste reviendra à la majorité présidentielle qui, ma foi, dans un pays normal, le PPRD devait être dissous. Je veux dire, il suffit de suivre les promesses électorales qui ont été faites. On devait dissoudre le PPRD et dissoudre la majorité présidentielle. Mais bon, comme on est inconséquent et que tout chez nous est possible, je suis encore étonné que ces partis existent. Monsieur Mamba, vous avez effleuré la question tout à l'heure. Vous avez parlé des insurgés comme une Ntsapou dans les Kasaï, dans l'ex-Kasaï. Et aujourd'hui, il y a les adeptes de Bundudia Congo, devenu Bundudia Mayala, qui se signalent au Congo central et même ici à Kinshasa. Alors, à quoi est due principalement l'émergence de ce type de mouvement? À l'incapacité de l'État. Révolution de la modernité, échec. Impossibilité de gérer les provinces, il n'y a pas de rétrocession. Donc le gouvernement central est glouton et donc les provinces ne se développent pas. J'ai fait le tour du Congo il y a 2 mois, donc ça veut dire que j'ai fait à peu près 7 chefs-lieux. Et je vous dis que si vous voyez, ce que vous voyez à Kinshasa, c'est bon, mais lorsque vous allez par exemple en Bandaka, lorsque vous allez à Bunia, mais c'est une catastrophe. Vous êtes en Bandaka, il n'y a aucune alimentation. En Bandaka, il n'y a pas d'alimentation. En Bandaka, il n'y a pas de route. En Bandaka, même le gouvernement provincial, les gens sont à pied. C'est-à-dire le ministre des Finances provinciales de Mbandaka est à pied. Donc dès lors que vous avez un gouvernement central glouton qui ne fait pas retrocéder aux provinces ce qu'elles produisent et qui a ces injustices,
c'est tout à fait logique qu'à un certain moment, les gens se rebellent. Lorsque vous allez au Kasaï, parce que vous parlez de Kamouina Sapou, qu'est-ce qui a été fait au Kasaï? Les seules régions qui ont, entre guillemets, un peu bénéficié de la Kabylie, c'est lorsque vous allez peut-être au Katanga, et ça c'est encore assez timide, lorsque vous allez à Kindu, parce que M. Matata a fait un hôpital là-bas et tout ce que vous voulez, mais le reste c'est à l'abandon. Donc dans des conditions comme celle-là, les gens se révoltent, mais le problème c'est quelle est la proportion de la réponse que vous donnez à la menace? La révolte populaire, comme vous dites, elle n'est pas spontanée. Ce sont généralement les leaders qui sont basés à Kinshasa, qui surfent sur cette misère. C'est aussi vicieux, non, comme vous disiez? Non, ce qui est vicieux, c'est de laisser germer cette misère et de l'entretenir. Ça fait combien d'années que nous parlons de la rétrocession? Parce que nous sommes en train de dire que nous ne voulons plus de l'exode rural. La ville de Kinshasa est invivable. Nous n'avons pas d'artères, il y a trop de véhicules, il y a la promiscuité, c'est invivable. Donc il faudrait bien que les provinces se développent et que les gens cessent de quitter les provinces, là où il n'y a pas de travail, il n'y a rien, pour venir dans la capitale. Combien d'entreprises il y a dans le Bas-Congo? Je vous explique. Au Bas-Congo, vous avez des sources, c'est le port de Boma, le port de Matadi. Et vous avez la Silou. Mais vous savez que c'est le gouvernement lui-même qui a détruit la Silou. Aujourd'hui, elle est en cessation d'activité. Parce qu'il y a un certain groupe Taverne qui importe du ciment alors que nous avons une cimenterie locale et nous avons la Sinat qui est un four beaucoup plus récent qui n'a même pas été financé par ce gouvernement. Donc dès lors que le gouvernement participe de la destruction des provinces, qu'est-ce que vous voulez attendre? Mais le politicien qui a un électorat ne peut que stigmatiser ces choses et les gens peuvent réagir. Je ne suis pas en train d'encourager les révoltes populaires, mais on essaie de définir un peu le contexte dans lequel ces révoltes ont eu lieu. Et moi, j'explique ça par l'échec patent ces 15 dernières années dans la gestion de la chose publique, par M. Kabila et ses amis, Matata et Mouzito, qui aujourd'hui essaient de se dédouaner de sa responsabilité. Mais M. Bamba, vous parlez beaucoup du gouvernement central, mais le pays a été démembré, comme on dit. Est-ce que les entités provinciales ne remplissent pas leur rôle? Elles ne peuvent les remplir dès lors qu'il y a des moyens. Vous savez que la rétrocession n'existe pas dans la Constitution. Les 40% doivent être retenus à la source. Mais parce que nous avons un gouvernement, j'aimerais utiliser des termes polis, mais laissez-moi quand même le dire, mafieux, hein, ces deux derniers gouvernements, ils s'emploient à créer la rétrocession, c'est-à-dire qu'ils captent toutes les recettes et ne redistribuent pas ces recettes, ou ne les rétrocèdent pas. Donc, dans une certaine mesure, on est en train de freiner les développements de ces provinces. Regardez dans la Constitution, la rétrocession n'existe pas. Les ETD doivent retenir 40% des recettes à la source. Ça veut dire qu'elles ont la capacité en tant qu'entité autonome de développer leur province, avec l'assistance naturellement du gouvernement central. Cela n'a pas été fait. Donc, quelque part, je pense que lorsqu'il y a des problèmes, il faut établir des responsabilités. Et nous disons que le chef de l'État n'a pas veillé au bon fonctionnement suivant l'article 69 de la Constitution des différentes institutions, il n'a pas bien géré le pays et il doit en tirer les conséquences. Et alors, vous apportez de l'eau au moulin de ceux qui militent pour le fédéralisme, qui est, lui, inscrit dans la Constitution. Non, le fédéralisme en soi n'est pas un problème. Mais je pense qu'au stade où nous en sommes, avant d'arriver au fédéralisme, il faut que nous apprenions d'abord à vivre ensemble avec les ressources suivant les textes qui sont établis. Le fédéralisme, c'est une progression, c'est-à-dire on quitte la décentralisation et on va vers des entités totalement fédérées, c'est-à-dire totalement autonomes. Mais avec des velléités tribalo-ethniques, ça va poser un problème. Donc nous devons d'abord renforcer notre administration, voir dans quelle mesure on peut... Vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a même pas de carte d'identité, donc c'est déjà un grand travail à faire. Et je veux dire que le fédéralisme n'est qu'un processus qu'on peut atteindre ou pas, mais la problématique, c'est la répartition des ressources, la redistribution des ressources via la caisse de péréquation, pour voir dans quelle mesure, de manière équilibriste, on peut faire de l'émulation et créer le développement dans toutes les provinces. D'émulation. Mais il semble qu'il y a des provinces qui sont mieux nantis que d'autres. Raison pour laquelle il y a la caisse de péréquation, qui n'a jamais fonctionné. Est-ce qu'il y a des provinces pauvres dans notre pays? Bon, vous savez, nous avons un pays formidable. Je veux dire que les provinces qui manquent des matières premières ont un écosystème très favorable, ont des forêts qui sont denses et ainsi de suite. Je pense que nous avons un pays qui est très équilibré. Lorsque vous allez au Bas-Congo, il n'y a pas, dans le sous-sol du Bas-Congo, les richesses qu'il y a, par exemple, à l'est du pays. Mais au Bas-Congo, vous avez la plage, hein, via Mwanda, on peut faire des complexes touristiques. Il y a des vous avez la possibilité de faire le ciment, ainsi de suite. Quand vous arrivez au Kasaï, c'est pareil. Quand vous allez au Bandundu, maintenant on vient de découvrir des réserves de gaz naturel, du diamant et de l'or. Je veux dire que nous avons un pays dans lequel on peut trouver tout un peu partout,
Et avec une caisse de péréquation qui fonctionne, on peut rééquilibrer et redistribuer aux provinces les moins loties le revenu national pour leur permettre effectivement de se développer. On doit désengorger la ville de Kinshasa. Alors on peut dire que l'initiative privée est paresseuse. Parce qu'il y a quand même des riches au Congo. Pourquoi ils n'investissent pas en province? Non, elle n'est pas... C'est un manque d'imagination? Non, mais nous avons un pays où vous avez 101 taxes. Vous savez, nous sommes dans un pays formidable. Déjà, nous sommes l'un des pays les plus corrompus au monde. Suivez Doing Business. Et lorsque vous voyez aussi le chemin à parcourir, pas la création, parce que là, avec le guichet unique, c'est facile, en 3 jours, vous avez votre compagnie. Mais si vous devez vous soumettre à toutes les taxes qui existent, notamment, j'ai vu une taxe dernièrement lorsque j'étais à la CILU qui parlait de la prévision sur bénéfice. Ça veut dire que vous payez vos bénéfices anticipativement. Mais non, ça c'est asphyxier l'économie. Je veux dire que quelque part, nous souffrons d'un problème structurel en termes de charges et de taxes. Et ce problème-là n'est pas de nature à faire avancer les choses sur un plan purement socio-économique. Donc, l'initiative privée n'est même pas encouragée. Regardez, tout ce qu'il y a dans ce pays, c'est étranger. Toutes les banques sont étrangères. Tous les supermarchés, maintenant, c'est qui le marché qu'on sort? C'est des Indiens. Mais Pelou, je viens de Pelou ce matin, ils ont fermé. Donc, il ne nous reste que Money Shop et Gigi. Ce sont des petites entités. Mais parce que nous avons un État qui s'en fout, qui tue la Silou, qui tue tout ce qui est national, qui n'encourage pas les nationaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? La seule réponse à toutes ces questions, parce que vous les soulevez, c'est l'alternance. M. Mamba, le grand problème au Congo, c'est dans le parti politique, c'est de père en fils. Il y a plusieurs partis depuis longtemps. Nous sommes entourés. Est-ce qu'au MLC, vous ne craignez pas de ça aussi? Non, non, notre président national ne mêle pas sa famille aux histoires du parti. Parce que les enfants sont très jeunes. Mais vous savez, il ne faut pas stigmatiser le fait que, chez nous, ce n'est pas le cas. Mais je vais quand même essayer de défendre tant soit peu ceux chez qui ça arrive. Lorsque vous allez au Front National en France, c'est Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen. Lorsque vous allez en Belgique, vous aviez M. De Croo, il y avait son fils, vous avez Charles Michel, vous avez Louis Michel. Pour autant que le fils soit compétent. Votre DG, c'est une dame compétente, donc elle peut succéder à son papa sans problème. Ça ne pose pas de problème. Je veux dire qu'il faudrait allier le fait qu'un fils ou une fille ou un enfant aimerait suivre la profession de son père, mais qu'il soit assez outillé pour faire le travail peut-être mieux que son père. Ce qui se passe ici, ce n'est pas vraiment le cas. Généralement, c'est que, bon, voilà, vous avez une différence entre Félix Tshilombo et Félix Tshisekedi. C'est deux personnes différentes. Félix Tshisekedi deviendra Premier ministre, mais peut-être que Félix Tshilombo ne serait pas Premier ministre. Donc ça, c'est un peu la différence qu'il faut faire. Donc je pense que le péché, ce n'est pas d'avoir son fils ou son frère. Aux États-Unis, il y avait les Kennedy, il y avait frère qui était gouverneur et l'autre qui était président de la République. Le péché, c'est qu'il ne soit à cette place-là que parce qu'il est frère ou parce qu'il est fils. Mais s'il mérite la place, je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas aller de père en fils. Il faut mériter. Est-ce que c'est le parent, puisque dès qu'on crée un parti politique, il y a toujours de cofondateurs, mais les cofondateurs, ils sont oubliés, mais c'est toujours la volonté de leur père ou les collaborateurs Non, par exemple, je vois que dans le cas de l'UDP, c'est tout le monde qui s'accorde. J'ai même vu M. Mouba qui a dit qu'il fallait que ce soit M. Félix Tshisekedi, qui a un parcours dans l'UDP. Il a commencé dans les cellules de base et puis là, il est secrétaire général adjoint. Non, il ne faut pas stigmatiser la relation. Zaïd Ngoman, Christian Badibangui, il y a les autres aussi. Non, il faut savoir une chose. Nous avons démocratisé ce pays à outrance. Et nous avons 500 partis politiques. Généralement, ce sont des initiatives personnelles. Ça veut dire que comme nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients des responsabilités qui sont les nôtres lorsque nous créons des partis, nous venons mettre nos noms juste pour compléter la loi, pour aider à ce qu'il y ait les équilibres de sexe et ainsi de suite. Mais personne ne contribue. Ça veut dire que quelque part, nous sommes en train de créer un patron politique. Mais je crois que les choses vont évoluer. Maintenant que le feu Tshisekedi n'est plus là, je ne pense pas que Félix sera le président de l'UDP. Si c'est le cas parce qu'il y a des élections, tant mieux. Mais je peux que ce soit quelqu'un d'autre. Et je pense que ça aura un effet d'entraînement sur plusieurs partis. Parce que c'est vrai que ces relations de père en fils, lorsqu'elles ne sont basées que sur la filiation, je parle en termes de responsabilité, et non sur le mérite, ça pose des questions et beaucoup de problèmes aussi. Monsieur Mamba, nous allons terminer sur ce chapitre. Est-ce que vous avez acheté du carburant hier soir? Nous sommes en station-service. Écoutez, vous savez, si on commence à parler de la gestion, non seulement de la ville, de l'économie, tout ça, on peut faire 3 jours d'émission sans finir. Ça veut dire que quelque part, il n'y a plus à redire. Moi, je n'ai pas trouvé de carburant. Avant-hier, c'était pareil. Les stations ouvertes 9h, à 15h, elles ferment. C'est tout à fait logique parce que le dollar est à 13.
Et l'indexation fait qu'elles devaient réajuster leur prix pour porter le prix à la station à 1700, 1800 francs. Le gouvernement a peur, parce que si elle monte jusqu'à 1800, le prix du taxi va augmenter, la maman qui vend son pain va augmenter et il y aura une révolte populaire. Et donc maintenant, ils sont en train de bloquer, de geler leur stock parce qu'ils sont pour parler. Mais c'est aussi quoi? C'est aussi montrer comment est-ce que M. Matata a stabilisé le cadre macroéconomique jusqu'à ce qu'il quitte et nous passons de 9 à 13 en 2 semaines. J'aimerais connaître sa recette. Dans tel cas, on peut le faire revenir pour qu'il règle la situation. Oui, et la profession pétrolière et le gouvernement sont en pourparlers depuis 4-5 jours, mais apparemment, on n'a pas encore trouvé un terrain d'entente pour effectivement réajuster. Déjà que l'État doit à ses compagnies 90 millions de dollars qui n'arrivent pas à payer. Vous savez, lorsque vous êtes dans un pays... C'est à quel titre? Au titre de subventions? Non, pas des subventions, au titre des consommations via les différents ministères, toutes les entités étatiques qui ont des abonnements ou je ne sais pas, qui s'approvisionnent auprès des pétroliers. Ça fait un total de 90 millions de dollars. Lorsque vous avez un pays qui, lorsqu'on lui parle de démocratie, vous parle de souveraineté, mais qui est incapable de vacciner ses propres enfants, qui demande de l'aide pour vacciner ses propres enfants, mais non, il n'y a pas d'État. Ça veut dire que la situation est telle qu'on peut considérer que l'État n'existe pas. Pensez-vous que cette pénurie de produits pétroliers qui se profile à l'horizon pourrait être, disons, la mèche qui va faire exploser le baril de poudre? Non, on doit éviter d'avoir ce langage-là, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Hein. Ce que nous disons, c'est que déjà que les opérateurs n'ont pas très confiance Ce n'est pas une période très bonne pour les opérateurs. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance, hein, parce que personne ne sait sur quoi ça va déboucher, sur la volonté réelle de M. Kabila de quitter le pouvoir, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a même pas de dauphin, sur la volonté réelle d'organiser les élections dans les délais. Donc je pense que les investisseurs se sont rétractés et ça a eu un impact direct sur les importations parce que vous allez constater qu'à l'ONATRA il y a 4 mois d'arriéré, vous allez à l'OGFREM c'est pire, enfin pas en termes d'arriéré mais il y a une désorganisation totale en raison de la perte de revenus, vous allez à l'OCC c'est pareil, je veux dire que ça ce sont des indicateurs qui nous montrent la santé économique du pays parce que nous vivons essentiellement des taxes à l'importation et de la sous-traitance et de l'exportation de nos minerais. Donc au niveau mondial la demande des minerais a chuté, on peut tout expliquer de manière très rapide, mais de là souhaiter ou parler d'un pillage 91-92 ou d'un cataclysme au niveau social et d'une révolte, nous en tant que politiques on se réserve de le dire. Et pourtant le gouvernement peut s'appuyer sur la situation économique mondiale, par exemple. Vous venez de parler de la chute par exemple du prix du cuivre métal qui est le produit phare. Et les exportations ne suivent pas, la production est en berne. Et tout cela, l'économie mondiale a aussi un grand impact. Oui, mais c'est lorsqu'on est à court de vision, lorsqu'on fait une photo de TGV lors de la campagne, on va acheter comment on appelle ça, des locomotives de l'Ukraine de 1960-1965. Oui, mais demain n'est pas arrivé, ça fait 15 ans. Lorsque vous allez aujourd'hui à Abidjan, vous allez constater qu'il y a des métros. Et vous allez constater qu'on fait un TGV pour le Nigeria, là, ils sont en train de faire leur TGV. Nous, on l'a eu en photo, en rêve, mais il n'est pas arrivé. Mais notez aussi que l'économie, elle se diversifie. On ne peut pas être tributaire des exportations brutes. Nous avons eu 2 gouvernements qui n'avaient pas de vision. L'un parlait de la construction des 5 chantiers, l'autre parlait de la révolution de la modernité. Mais personne n'a pensé à diversifier l'économie en prévision du cours ou de la variation du cours des matières premières que nous exportons. Nous avons plusieurs possibilités. Je vous donne un exemple. Vous savez par exemple que la plus grande station solaire d'Afrique se trouve au Maroc. Elle peut alimenter 1 300 000 foyers. Mais sur nos tropiques, là, vers Mbandaka, vers l'équateur, si on a une station solaire, alors qu'à Mbandaka, à Boun, partout, il n'y a pas de courant, si dans les 15 ans, le chef de l'État s'était employé à faire une station solaire, ça coûte, mais ça rapporte beaucoup, hein, en termes, déjà, c'est très économe et c'est très écologique, on n'aurait pas de problème de courant dans toute la partie nord du pays. Donc je veux dire que lorsqu'on n'a pas de vision, on n'apprend pas à nager, comme disait mon ami Papi Tamba, par correspondance. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles il faut avoir des outils intellectuels pour les faire. Il faut avoir non seulement de la vision en termes électoralistes, c'est ce qui est resté à la majorité, c'est de penser qu'on sera toujours en propagande. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il y a une discussion à la télé, vous entendez les gens de la majorité qui vont vous parler des routes. Que reste-t-il du boulevard Triomphal? Il y a des trous partout. C'est d'ailleurs le projet phare duquel on nous a abreuvé pendant 10 ans. Mais que reste-t-il de ce boulevard? Rien du tout. Lorsque vous prenez tout autour du centre-ville, Tombalbaye, toutes ces avenues, la Wangata, elles sont totalement abîmées.
Qu'est-ce que M. Kabila va nous laisser? Rien du tout. Lorsque vous allez à Goma, Beni, tout ça, moi j'étais en Bandaka, il n'y a pas de route. Donc je veux dire que c'est un manque criant de vision. Et bon, voilà, nous aimerions corriger les choses pour autant que nous ayons l'occasion, la possibilité de le faire. Alors nous allons terminer par là, M. Mamba. Est-ce que nous n'assistons pas, en fait, à, disons, au remous qui accompagne le renouvellement d'une classe politique? Nos dirigeants sont de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est leur échec aussi? Au gouvernement, je n'ai pas encore fait le calcul, mais je pense que l'âge moyen doit tourner autour de 38-40 ans. C'est l'échec de la jeunesse que vous êtes? Non, il n'y a pas un conflit de génération. Je pense qu'on a besoin de tout le monde dans ce pays. Maintenant, c'est vrai que nous avons pêché, nous, la jeunesse, par le président de la République, qui a eu le pouvoir à 29 ans, et qui, pendant 15 ans, n'a même pas travaillé pour la jeunesse. Ça veut dire qu'il n'a rien fait pour les jeunes. Même la gratuité de l'enseignement qui était promise n'a jamais été effective. Et si vous le prenez comme ça, oui, c'est vrai que le paradigme de l'échec de la jeunesse, c'est le président de la République qui l'incarne, parce que bon, il va quitter le pouvoir à 45 ans, et effectivement, par rapport aux jeunes, il n'a rien fait. S'il le quitte à 45. C'est ce que nous souhaitons, pas moi. Ça y est, la Constitution lui a demandé de le faire. J'espère qu'il va suivre la Constitution. Mais je veux dire, le paradigme de l'échec, effectivement, de la jeunesse, c'est le président de la République qui l'incarne. Et c'est vrai que les aînés peuvent nous blâmer par rapport à cela. Mais bon, on va corriger les choses si on en a la possibilité. Si vous arrivez au pouvoir. Voilà, c'est bien dit. Mesdames et messieurs, ici se termine cette émission Transition avec S, entre parenthèses, je vous le rappelle, que nous vous présentions depuis le salon Bonobo de l'hôtel Vénus à la Gombe. L'hôtel Vénus, notre partenaire de Numérica Télévision. J'étais avec Célestin Moulumba sur ce plateau et nous recevions pour vous M. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo, MLC. Bonsoir.